À Versailles, quelques jours par an à la fin de l'hiver, lorsque le temps chaud rencontre le temps froid, un spectacle éblouissant s'empare du parc. Christian Millet a la chance d'habiter sur place. Il se lève aux aurores pour en profiter. Ce matin, on a une belle brume qui est juste sur le dessus du sol et on a un petit givre sur le gazon et ça donne une vue absolument féerique. On est vraiment dans... En plus, on n'a personne. Donc là, c'est vraiment... on n'a pas de bruit, on a juste les oiseaux. On a vraiment l'impression d'avoir privatisé le château. Christian Millet doit ce privilège à sa fonction. Il est l'un des photographes officiels du château. Il sait tout ce qu'il s'y passe depuis maintenant 50 ans, car il a grandi à Versailles, où son père était tapissier. À partir de 12 ans, j'ai commencé à faire de la photo dans le parc. Et le rapport que j'ai avec Versailles, c'est un rapport amoureux, si je puis dire. Nous avons des statues, nous avons de la verdure, nous avons de l'architecture. Donc en fin de compte, tout est beau à Versailles et vous avez l'impression que vous n'avez jamais fait le tour. Pour un photographe, c'est merveilleux. Ce matin, Christian Millet se rend dans un lieu interdit au public pour photographier un chantier spectaculaire. Il se déroule au premier étage du château, dans la salle des gardes de la reine. Le photographe arrive dans la phase finale de la restauration du décor de ce plafond. Le chantier a commencé il y a 22 mois. Il y a eu pas mal de changements. Plutôt des détails, peut-être. D'accord. C'est l'un des plus impressionnants en ce moment à Versailles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut accéder très très près des objets. Là, on est quand même à quelques centimètres. D'habitude, vous êtes à 10 mètres du plafond, donc vous n'avez pas du tout le même ressenti. Là, vous avez vraiment l'impression, vous êtes dans la peinture. C'est presque de l'intimité avec l'œuvre. Vous voyez le moindre regard, le grain de beauté que d'en bas, vous ne pouvez pas voir. Et donc, mon travail consiste aussi à faire ressentir l'œuvre par rapport à la photographie. La dernière fois que le photographe est venu ici, c'était pour immortaliser l'état de ce plafond avant restauration. Des infiltrations avaient fait de considérables dégâts. L'état de conservation était très alarmant parce que les peintures étaient très soulevées et menacées de tomber. Et puis il y a l'état aussi esthétique. Il y a l'appréciation esthétique qu'on a d'une œuvre qui était complètement perdue. On n'avait plus l'appréciation esthétique de ce qu'était la peinture de Coipel. On n'a plus la matière, on n'a plus les couleurs. C'était vraiment assez catastrophique. Peu à peu, les restauratrices retrouvent l'œuvre de l'un des peintres préférés de Louis XIV, Noël Coipel. Il a représenté ici des figures antiques auxquelles le roi aimait s'identifier, comme le dieu Jupiter, ou encore ses personnages historiques, Solon, Ptolémée ou Trajan. Sur cette scène en particulier, une étonnante découverte a été faite. Ce drapé apparaissait totalement rouge au départ. Après nettoyage, une autre teinte s'est révélée. Les restaurateurs du XXe siècle ont parfois pris des libertés que l'équipe de Florence Delteil corrige aujourd'hui. En fait, les repeins avaient modifié complètement les couleurs d'origine, puisque le drapé était repeint en jaune, alors qu'à l'origine, il a un beau coloris mauve avec des ombres pourpres bien typiques de Coipel. Ce qui est appréciable à la fois par nous et puis par les conservateurs qui viennent sur le chantier et qui suivent le chantier, c'est d'avoir retrouvé le coloris de Coipel et puis sa matière, son écriture, la matière de la peinture, la façon dont il pose ses coups de pinceau. Ça, voilà, on a retrouvé ça. Une autre surprise est apparue au plafond. Lorsqu'on a enlevé tous les repeints qui étaient apposés sur le ciel autour de Jupiter, les repeints, c'est-à-dire qui avaient été mis dans les années 50-60 et avant, on a retrouvé un Poutot, donc ce petit personnage, qui était complètement caché. Donc le nettoyage a permis de retrouver celui-ci.
Il y a une émotion quand on trouve quelque chose d'original comme ça, qui était caché pendant des dizaines d'années. Le public peut se dire ah bon, voilà, l'iconographie est changée, mais non, c'était à l'origine comme ça. Donc oui, c'est des actes importants en fait qu'on fait. Avec son château de 2300 pièces et son parc de 800 hectares, Versailles est un chantier permanent. Tout commence dès son origine, en 1662. Il ne s'agit alors que d'une maison de campagne, à 2 heures de cheval de Paris. Louis XIV veut s'y installer, alors il lance les premiers grands travaux. En 1670, inspiré par les villas italiennes, il fait envelopper la façade côté jardin de pierre blanche. Les 2 ailes du château sont alors séparées par une terrasse. Peu commode et très exposée aux intempéries, elle est remplacée en 1678 par l'emblématique Galerie des Glaces. Une salle d'apparat extravagante, à l'image des chantiers suivants. Une nouvelle aile est ajoutée au château. 2 écuries gardent désormais son entrée et plusieurs nouveaux bâtiments sont érigés. En 1682, Versailles devient la capitale du royaume. Louis XIV y installe sa cour. 10 000 personnes s'activent en permanence autour de lui. Symboliquement, il décide à la fin de son règne de déplacer sa chambre au centre du château. À cette époque, Louis XIV est de plus en plus croyant et il fait ériger dans l'une des ailes une superbe chapelle. Ce chef-d'œuvre de style gothique sera le prochain grand chantier de Versailles. Cet édifice, en fait, tranche sur le reste, une monumentale horizontale, et ici on a un jaillissement vertical. Et donc symboliquement, la chapelle est le seul élément qui émerge en fait de la silhouette du château, et ce qui va manifester le fait que la demeure de Dieu est au-dessus de la maison des hommes. Donc il y a là une volonté manifeste d'assurer son salut et de se rapprocher de Dieu. C'est le dernier chantier de Louis XIV, le monarque se tourne vers la vie éternelle. Battu par les vents et les pluies, ce bâtiment si cher à Louis XIV souffre terriblement de son élévation. Il y a urgence à le restaurer. Ça, c'est très dangereux parce que c'est des morceaux qui menacent de tomber sur le public qui est en dessous. Donc on est dans des choses qui, ici, sont totalement dangereuses. Et là, il faut absolument qu'on travaille là-dessus. Ça, c'est une question de sécurité. Même constat pour les sculptures. Les vitraux et les murs. Donc les pierres s'érodent et tombent complètement. Et c'est pas d'été de cœur, on est vraiment obligé de faire quelque chose. Regardez ici les fissures. Et ça c'est très mauvais, c'est une pénétration d'eau qui fait qu'en dessous, il ne faut pas oublier qu'on a des peintures. Donc c'est extrêmement fragile. Alors au passage, il ne faut jamais oublier que la chapelle, elle a été construite et entretenue par des artisans. Alors il y a des graffitis très anciens qui en général ont été faits par les artisans qui entretenaient. Celui-ci de 1778, ça c'est un graffiti du XVIIIe siècle. Vincent, 1827, ici, Montigny. On a vraiment des tranches de vie qui sont inscrites ici. Autre sujet de préoccupation pour Frédéric Didier, la charpente. Elle souffre d'importants problèmes de stabilité. La charpente est magnifique, mais elle est très lourde. Et elle a presque du mal à porter son propre poids. Ici, on est dans un immense volume qui normalement est dégagé. Les contraintes de sécurité provisoires qu'on a fait coupent ce volume. Elle est absolument gigantesque. Elle fait 12 mètres
de hauteur. C'est la taille d'un immeuble de 5 étages. À l'autre extrémité, il y a des infiltrations. Vous voyez, tout ça, ça fuit. C'est complètement pourri. On a été obligé de mettre des seaux qui, vous voyez, sont pleins d'eau de la dernière pluie. Et vous voyez combien, ici, on a des soucis. Le bois est attaqué. Donc, et là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Bientôt, la toiture sera déposée et la structure totalement mise à nu. Chaque pièce sera traitée, réparée. Ce sera l'une des premières phases d'un chantier qui va durer 3 ans pour sauver le dernier grand œuvre de Louis XIV. C'est un chantier de l'ampleur du grand chantier de restauration de la Galerie des Glaces. Vous êtes pris par la qualité extraordinaire des lieux. On travaille avec une sorte de foi chevillée au corps, hein, c'est tout. On est quelque part, on renoue avec les bâtisseurs de cathédrales en faisant des chantiers comme celui-ci. Pendant ce temps, à l'intérieur de la chapelle, comme tous les jeudis, des musiciens répètent sous la direction d'Olivier Schneebeli. Aujourd'hui, ils interprètent un morceau composé pour les messes matinales du roi, par Michel Richard de Lalande. Le style est baroque, c'était le préféré du roi Soleil. Vous m'attendez pour faire le tremblement. La messe du roi, c'était extraordinaire. C'était une messe basse, donc l'officiant disait la messe face à l'autel, à voix basse. Et pendant ce temps, le roi était sur son prie-dieu là-bas, à la loge royale. Toute la cour était, bien sûr, pas assise, mais debout et tournée vers le roi, pas du tout vers l'autel. La musique se déroulait au niveau du grand orgue et c'était en gros un concert. De toute façon, Louis XIV, c'est un amoureux absolu des arts et surtout de la musique. On sent vraiment quand on joue, c'est l'endroit dans lequel ce qu'on joue a été écrit, qu'il a été prévu pour résonner dans ce lieu, parce qu'en fait déjà on joue sur des instruments d'époque, des copies d'instruments anciens, et quand on joue dans une salle moderne, une église moderne, on se rend pas compte vraiment de ce que ça donne, alors que là on est dans le vrai lieu, ça marche bien, ça sonne directement, les lumières, la lumière naturelle est magnifique. Moi je me sens dans la peau d'un bassoniste du XVIIe siècle à la cour de Louis XIV, qui fait vraiment son travail d'accompagner le chant. Parce qu'à Versailles, tout est possible, ces concerts continueront pendant les travaux. De l'autre côté du château, dans l'appartement du dauphin, une découverte vient d'avoir lieu. Frédéric Didier a dépêché le photographe Christian Millet pour l'occasion. Faut quand même se pincer pour se dire qu'on est au château, hein. Le mobilier et les cloisons ont été retirés pour des travaux de gros œuvres. Merci Christian. Dans ce capharnaüm, des vestiges méconnus ont refait surface. Ça c'est vraiment... ça c'est formidable. Derrière les boiseries, se cachaient des dessins réalisés par les artisans du XVIIe siècle. Ici, une tête d'ange. Là, un croquis de travail. Un témoignage inédit
de la naissance de Versailles. En fait, ils ont tracé sur le plâtre, ils ont incisé et tracé en fait leur panneau de boiserie avant de passer à l'exécution. Ils dessinaient à grandeur pour voir si c'était bien, si la proportion allait bien. Nous, on ne peut pas prendre de recul, mais finalement, ça leur permettait de voir ça. Et alors, ce qui est formidable, c'est que là, il y a le menuisier qui a dessiné tous ces profils de moulure. C'est absolument extraordinaire. C'est très émouvant parce que vraiment, on replonge dans le chantier. Il ne faut pas oublier qu'une maison comme Versailles, c'est pas que Louis XIV tout seul, hein. C'est pas que Louis XV ou Louis XVI tout seul. C'est des gens qui mettent leur savoir-faire, leur qualité au service de quelque chose de grand. C'est le témoignage des humbles, des obscurs, des sans grade. C'est pas le roi, mais c'est ceux grâce à qui il a fait les choses. Donc on a l'impression d'avoir ouvert un livre d'histoire où on a les pages qui se tournent. On ne peut pas se lasser. Enfin, je veux dire, c'est tellement beau. Regardez comme c'est fin. Donc quand vous voyez ça, c'est magnifique. C'est même à la limite, on trouve que c'est dommage que ça va être recouvert par des boiseries qui seront aussi belles. Hein, je veux dire, c'est pas. Mais voilà, c'est des choses qui vont être recouvertes et donc plus visibles du public. Au même moment, sous les fenêtres du roi, un nouveau chantier débute. Étienne Wiedemann et Azzurra Palazzo font partie de l'équipe de restauration des sculptures. Tu les as testés là? Aujourd'hui, c'est jour de toilette. Je suis en train de nettoyer les dépôts naturels, la poussière, les insectes de la sculpture, voilà, pour pas que tout ce qui fait des taches foncées, finalement, on le retire pour retrouver le marbre blanc. Alors par exemple, on a un petit dépôt noir à cet endroit, et normalement rien qu'un coup d'eau, voilà, déjà permet de l'enlever. C'est un contact direct avec les sculptures, donc avec des grands chefs-d'œuvre. C'est un côté vivant, c'est la puissance de la sculpture, la nervosité des volumes. Enfin, c'est quelque chose de très beau en fait. On est bien conscient de ces privilèges, on en profite au maximum. Ceci n'est que le début d'un important chantier pour ces restaurateurs. Ils sont en charge du plus grand musée au monde de sculptures en plein air. « 386 œuvres d'art ornent le domaine de Versailles. Elles ponctuent les jardins et les bosquets. Ce sont presque toutes des figures antiques, résultat d'un caprice royal. Au XVIIe siècle, Louis XIV demande qu'on copie les grandes sculptures admirées en Italie pour faire de Versailles une nouvelle Rome. Mais 3 siècles plus tard, ce musée est de plus en plus fragile et certains socles sont orphelins de leurs œuvres. Elles ont été transportées dans l'atelier de sculpture du château, véritable clinique pour statues en danger. Donc là, vous avez le buste de Domitien, donc un empereur. C'est un des bustes qui a le plus souffert de l'érosion et des intempéries, puisque la surface du marbre, là, vous voyez, est totalement désagrégée, si bien que les traits du visage et même les détails de la draperie ont comme fondu. Ouais. Ben là, la surface est toute en train de tomber, quoi. Et ça, c'est dû aux actions des pluies qui sont, à cause de la pollution, chargées en sel. Et le sel pénètre le marbre, parfois jusqu'à cœur, et le rend ce qu'on appelle saccharoïde, c'est-à-dire qu'il est comme du sucre. Aujourd'hui, Lionel Arsac a la lourde responsabilité de superviser une opération de sauvetage peu banale. La réalisation de la copie de cette statue, qui représente la déesse Cérès. Elle est trop abîmée pour retourner dans les jardins. Donc, vraiment, quand j'enfonce, c'est que juste la prendre comme ça, c'est qu'il va pas assez. Ouais, ça fait creux, là. Cette équipe de statuaires mouleurs
prend aujourd'hui l'empreinte de l'original. Ouais, là, il n'y a pas grand-chose, tu vois. Effectivement, tu vois. Ça m'impressionne parce que l'œuvre est quand même entièrement couverte d'élastomères, hein, c'est ça? Exactement, oui. Et en même temps, il y a une certaine beauté, oui, de regarder les coulures comme ça partout. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que l'original est dessous. Je trouve ça angoissant. Mais bon, je sais que ça ne craint rien. L'élastomère, en fait, est une matière donc à la base un peu visqueuse, qui prend au micron près, en fait, le moindre détail de la statue. Donc, si jamais il y avait le moindre petit défaut, la moindre petite fleur, une boucle ou autre, on le mettrait par exemple sur la main, ça prendrait toutes les empreintes digitales de la main. Cette œuvre, on sait que Louis XIV, quand il l'a vue, se serait exclamé que c'était une des plus belles femmes qu'il ait vues. Et en effet, c'est un des chefs-d'œuvre de Poultier. On reconnaît toute la grâce de cette femme, comme ça, qui tient une gerbe de blé. C'est vraiment la personnification de l'été. Adélaïde a la chance de commencer son apprentissage sur ce chantier. C'est son premier, tout premier chantier. Donc c'est la première fois que je touche un original et que je suis en contact vraiment avec un original. Et alors? C'est hyper enthousiasmant, c'est impressionnant et c'est vraiment un super métier. On y va. Quelques semaines plus tard, le moule de Cérès arrive dans cet atelier de Seine-Saint-Denis. Pour ressembler le plus à l'original, ce double sera réalisé en poudre de marbre et résine. Un mélange qu'il faut désormais appliquer sur la surface du moule. Je vais vivre avec elle pendant 5 petites semaines, donc on va créer de la complicité. Non, je vais la connaître par cœur parce qu'il va falloir que j'aille vraiment dans tous les coins pour vraiment être fidèle à l'original. C'est un tête-à-tête qui est agréable. Et puis il y a le résultat de pouvoir aller à Versailles et dire moi, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est chouette. 1, 2, 3. Un mois plus tard, Cérès apparaît. Waouh! Elle est belle, hein? C'est chouette, hein, elle est bien. Hein. Ouais, c'est quand même un peu l'aboutissement de plusieurs semaines de travail, donc c'est toujours intéressant. Ouais, puis on se rend vraiment plus compte que quand on regarde juste le moule, quand on regarde le négatif, on imagine toujours la pièce, on l'a vue en photo, on sait comment elle est, mais là, le fait de l'avoir vraiment sortie en positif, elle est chouette avec son grain et tout, elle est belle. Ouais. 1, 2, 3. Yes! C'est bon, elle est sortie. Il y a une pièce? Ouais. Ok. Après des semaines de tête-à-tête, Élodie Boissy va enfin découvrir la déesse. On la lève, Francky? Le plus dur reste à faire. Longue de 3,10 m, la pièce est difficile à bouger. Voilà, la coucher complètement et démouler à l'horizontale le dos. Parce que vu la hauteur et l'empiètement qui est pas très large, là je pense qu'il va falloir être du monde. Ouais. Pour la première fois, ils essaient une nouvelle technique. 2, 3. Est-ce que quelqu'un voit les... Non. Là-bas? Ouais, c'est bon, on va y arriver là. On est sur le matelas ou pas? On y arrive. Les bois vont céder. Sur le châssis. C'est très bien. On La est bien fois, ou pas? on va passer un petit peu de vent. Vas-y. Voilà. Attention les jambes, on laisse aller. Tu vas chez moi. 1, 2, 3. Ah ben voilà. Bon, on va la lever. On se sent fort. Mais on est fort. Oh, putain, elle est immense. Je te dis que... Je me rendais pas compte, allongée, qu'elle était aussi grande. C'est un des plus grands modèles qu'on ait eu à faire. Il y a 40 cm de plus que d'habitude. Incroyable. Moi, je suis petite, mais elle fait la moitié. Je fais la moitié d'elle. On est fiers de travailler pour Versailles. On se dit qu'on contribue à garder le patrimoine français présent. Et on est content parce qu'en plus, c'est vraiment des très, très belles pièces. On est fiers.
On y va, feu. Alors on part du pied gauche. Pendant ce temps, à Versailles, une opération à la rigueur militaire débute dans les jardins. Changement d'épaule. Le transport de l'un des plus anciens décors de théâtre à l'italienne du monde. Changement d'épaule. Une merveille qui vient d'être restaurée et qu'il faut désormais ramener chez elle, à près de 2 km à pied, de l'autre côté du parc. On tourne. On est en train de porter les toiles de fond du temple de Minerve. La longueur de près de 10 mètres est incompatible avec un camion. C'est un travail où tout le monde doit être parfaitement coordonné. Impossible de faire circuler un semi-remorque aussi long dans le parc entre le château et le Petit Trianon, la destination du précieux chargement. C'est l'écrin secret des passions de Marie-Antoinette. Derrière cette façade à l'allure discrète, un lieu magique a été totalement restauré. Voici le théâtre privé de la reine. Bon, on la déplie. Tu fais un autre chaise. Réinstaller ce décor du XVIIIe siècle est une opération délicate. En l'air. Et on tourne doucement. Et doucement. Doucement. Bah, doucement. Bah, doucement. Doucement. Voilà. Repère. Tiens, on descend. Tracé au fusain sur une toile de lin, rehaussé d'or, le temple de Minerve est à nouveau en place comme au temps de Marie-Antoinette. À l'étage, Jean-Paul Gousset préserve un trésor. La machinerie d'époque. Il n'en reste plus que 3 dans le monde comme celle-ci. Chaque pièce date de 1780. Il conserve aussi d'étonnants accessoires. Et ça, c'est... le tonnerre. Hier comme aujourd'hui, on a toujours eu besoin de bruitage. Imiter le vent avec une machine à manivelle, imiter le bruit du tonnerre. Ou alors un grondement plus lointain avec une brouette en bois dont on a fait une copie pour pouvoir l'essayer. Voici. Les roues sont octogonales et lorsqu'on les traîne sur un plancher, eh bien on jure d'un réel grondement de tonnerre. Et cette machine de Trianon a été copiée dans pratiquement tous les théâtres d'Europe parce que l'effet est surprenant et assez réaliste. Ici, Marie-Antoinette a même foulé les planches, n'hésitant pas à jouer le rôle d'une soubrette. Cette salle de spectacle n'était pas prévue dans les dépenses de la cour. Alors pour réaliser ce bijou, l'architecte Richard Mick a dû faire preuve d'inventivité. La décoration est imposante, mais c'était du toc. Il ne faut pas le dire, c'est du carton-pâte. Et vous voyez, ici, c'est exactement dans cette matière que sont habillées les consoles qui supportent les balcons. Même la dorure est fausse, c'est du cuivre. Mais il y a quelques matériaux nobles
On est quand même en présence du personnage féminin de la reine et les mains courantes sont en velours de soie. Extrêmement fragile, la moindre trace de doigt se voit. Le Grand Parc de Versailles, lui aussi, est en pleine renaissance. Il se relève d'un drame qui l'a profondément meurtri. C'était il y a 17 ans. « 26 décembre 1999. Sous la violence de la tempête, 10 000 arbres disparaissent en quelques minutes. Les dégâts sont estimés à 151 millions de francs. Des arbres centenaires jonchent le parc comme ce tulipier de Virginie planté sous Marie-Antoinette et symbole de Trianon. Il faudra des décennies pour que Versailles se relève de ce cataclysme. C'est un arbre qui a été planté vers 1783, donc il avait déjà plusieurs années derrière lui. Nous avons trace, nous, des graines en 1772. Donc c'est un arbre qui a mis 228 ans pour atteindre cette dimension et 2 minutes pour disparaître. Par solidarité, 3 mois plus tard, des Américains envoient par avion plusieurs spécimens de cet arbre originaire des États-Unis. Voilà, allez-y, c'est bon. C'est le début de la renaissance du parc. Depuis, les jardiniers ont retenu la leçon. Tiens, voilà, ça c'est pas mal ça. Aujourd'hui, ils bouturent des espèces rares et précieuses de Versailles pour pouvoir les reproduire en cas de malheur. Voilà, ça donnerait ça. Oui. Cette petite branche, c'est l'assurance vie du domaine. Un parc comme celui de Versailles vit depuis 400 ans. Il y a un monument historique, il y a des tableaux, il y a des tapisseries, il y a quantité de choses merveilleuses, mais il y a aussi un patrimoine végétal hors du commun. Et j'aime bien l'idée de me dire que mes arrière-petits-enfants verront peut-être un arbre que moi j'ai connu de mon vivant. D'où l'intérêt de reproduire en interne les végétaux. Cela nous permettrait également d'être réactifs face aux problèmes qu'il y a lorsqu'il y a un arbre qui vient à mourir, car les arbres malheureusement peuvent mourir subitement. Le parc dont s'occupe Alain Baraton compte désormais 350 000 arbres, parmi lesquels des espèces très anciennes et exotiques, comme ce Sophora du Japon, qui a miraculeusement survécu à la tempête de 99, protégé par la façade du Petit Trianon. Il a plus de 200 ans. Il est grand temps de le bouturer. Alors, hop. L'un des tout premiers arbres plantés sur demande de Marie-Antoinette, eh bien, c'est justement ce Sophora. Il faut se souvenir qu'avant les jardins de Trianon, le jardin était à la française et le Sophora, de par sa forme, n'a pas vraiment sa place dans un jardin régulier. Elle va donc l'installer ici. Cet arbre, il a connu Marie-Antoinette, il a aussi connu des générations entières de jardiniers, il a connu des visiteurs, il a peut-être été le témoin d'une passion naissante. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce parc conserve son âme. Tout au nord du domaine royal, c'est un autre legs de Marie-Antoinette qui fait l'objet de grands travaux. Loin des ors du château, voici le hameau de la Reine. L'un des endroits les plus surprenants de Versailles. On y trouve de la vigne, une ferme qui abrite, comme au XVIIIe siècle, une basse-cour. Mais aussi 8 chaumières comme celle-ci, aux allures normandes et au toit de chaume. Des matériaux si simples qu'ils ont mal résisté au passage du temps. Aujourd'hui, une équipe s'affaire sur les toits du hameau. Ici, la mousse et la végétation ont envahi le chaume. J'enlève la mousse pour que le toit respire un peu plus. La mousse garde l'humidité sur le toit et le toit ne respire pas.
Philippe Ledéliou vient spécialement de Bretagne pour ce chantier. Comme ça, le toit est plus ventilé. Jamais il n'imaginait travailler un jour sur un bâtiment versaillais. Je ne pensais pas que la paille existait à Versailles. Au départ, c'est les paysans qui utilisaient la paille parce que ça coûtait pas cher pour refaire les toitures. Et donc, c'est les paysans qui récoltaient, qui gardaient des champs pour faire les toits. Et là, la reine voulait que l'apparence des bâtiments reste paysan. Et c'est ça qui est incroyable, quoi. Le côté rustique de la chose. La première vue qu'on avait, c'était ça, c'était rustique. Et puis à l'intérieur, ça devait être magnifique. Si le hameau s'est autant dégradé, c'est à cause de l'humidité qui règne ici. Nous sommes sur les confins du domaine de Versailles. Il n'y avait ici que des marais à l'origine. Personne, aucun roi, ni Louis XIV, ni Louis XV n'avait songé du tout s'installer à cet emplacement. Et simplement, donc, la reine a décidé de construire ce hameau. Donc, il a fallu drainer tous ces marécages pour créer ce lac. C'est un faux lac, c'est une fausse rivière. Tout est absolument faux et on a l'impression de se trouver dans un village au fond de la France à la fin du XVIIIe siècle. Au hameau, un seul décor intérieur a survécu, car il a été réalisé dans un matériau résistant, du marbre. Voilà, nous nous trouvons dans la laiterie de propreté, c'est-à-dire que c'est là que la reine et sa suite, les dames de la cour qu'elle invitait au Petit Trianon et donc au hameau, venaient prendre les laitages, les crèmes, etc., qui venaient directement de la ferme. Il faut imaginer la reine avec ses grandes robes un peu légères malgré tout, puisqu'elle était ici à la campagne. Cette passion nouvelle de la reine pour les choses de la campagne n'est rien d'autre qu'une mode au XVIIIe siècle. La mode de la ferme ornée. Tout commence en Angleterre, où les lords prônent un retour à la nature. Leur concept conquiert le 3e président des États-Unis, Thomas Jefferson, qui fait construire une ferme ornée en Virginie. En France, c'est le prince de Condé qui implante le premier la sienne au château de Chantilly. Il sera rapidement imité par Marie-Antoinette, qui commande sa ferme ornée en 1783. Le retour à la nature, c'était en fait tout simplement une mode à la fin du XVIIIe siècle. Si vous voulez, les monarchies vacillaient un peu sur leur base, il ne faut pas l'oublier. Et donc, pour se ressourcer, on voulait retourner à l'essentiel, c'est-à-dire au travail de la terre, les hommes, le pouvoir royal qui était proche de ces sujets, si vous voulez. Et le but du hameau avait été fait essentiellement, avant tout, pour l'éducation du dauphin dans son rôle de futur roi de France. D'ailleurs, les rafraîchissoirs sont à son effigie. Et la tour qui surplombe cette laiterie porte le nom de sa comptine préférée, la tour de Malbrouck. Haute de 3 étages, elle offre un superbe panorama. C'est l'un des plus beaux endroits de Versailles, un endroit très méconnu. On domine toutes les frondaisons des arbres, ces maisons très rustiques avec leurs toits de chaume qui sortent de toute cette verdure. C'est un endroit tout à fait extraordinaire. Pour le rendre encore plus extraordinaire, Jérémy Benoît s'est lancé un grand défi. Le remeubler. Quasiment terminé. Ouais, très bien. On a fini de coudre les bordures d'application sur les dossiers et les assises. Ouais, ça c'est bien. Le mobilier Marie-Antoinette, vendu à la Révolution, a complètement disparu. Alors le conservateur s'est fondé sur un inventaire de 1810, le plus proche du style d'origine. Avec une logique toujours du lierre qui file vers les extérieurs. Vachement bon. La raison pour laquelle nous avons restauré en velours de soie jaune avec ce galon, c'est que tout simplement nous avons voulu reprendre au plus près les inventaires, justement, qui décrivaient assez bien, en particulier naturellement les couleurs, mais également les décors des galons. C'est quand même tout à fait exceptionnel, ce velours jaune totalement éclatant, en couleur bouton d'or, avec ce galon violet et or également.
La particularité de ce velours, au-delà du fait qu'il est haut de gamme, c'est un velours qui est contraignant à travailler puisque ça marque énormément. Donc ça nécessite de travailler un petit peu avec les mains en lévitation. Les traces de doigts qui s'éternisent un petit peu sur le poil, ça écrase et ça peut le marquer vraiment définitivement. J'avais un peu les doigts comme ça. Ce fauteuil à l'étoffe prestigieuse est aussi doré à l'or fin. Un luxe en totale contradiction avec l'extérieur des bâtisses. C'était voulu. L'idée était de faire des maisons très rustiques en ménageant une surprise à l'intérieur. Faut jamais oublier que le hameau, finalement, est un décor de théâtre. Hein. Il fallait ménager des surprises éblouissantes, et c'est le cas. On n'imagine pas un mobilier comme ça au hameau, absolument pas. Au total, Jérémy Benoît a réussi à rassembler 60 pièces de mobilier raffiné. Celles dont la restauration est terminée sont stockées dans les réserves. Comme ce siège de billard. Voilà, vous voyez la grandeur, l'élégance et la majesté un petit peu de ce genre de fauteuil, qui sont avec quelques petites sculptures, hein, vous voyez ici sur les accotoirs, une certaine élégance, hein. Et puis cette jolie couleur verte, comme le sera le dessus du billard naturellement. Hein. C'est un jeu tout à fait traditionnel, surtout à Versailles, hein, puisque déjà Louis XIV était un grand amateur de billard. Alors à l'époque, on jouait avec des crosses. Hein. Ce n'était pas du tout des cannes comme de nos jours où on tirait de face, si j'ose dire, sur la boule. Le hameau, c'est une maison de détente avant tout pour jouer à différents jeux. Il y avait même des meubles inutiles. Vous avez ici le lit du hameau. Bien sûr, il y aura de très grands rideaux de couleur vert d'eau, très pâle, et d'une très très grande élégance, très féminine, bien sûr. Mais bon, on voit très bien que c'est un lit qui n'était pas fait pour être utilisé journellement. On sait très bien que personne ne dormait au hameau. Dans tout château, et le hameau est un château éclaté en plusieurs maisons, si vous voulez, il se doit d'y avoir un appartement. Hein. Donc il y en avait un, bien entendu, pour Marie-Antoinette, mais de toute façon, c'était pas fait pour être utilisé. Personne de vivant de nos jours n'a vu le hameau meublé. Donc ça va être une découverte pour tout le monde, aussi bien pour les personnes qui mènent le chantier que pour les visiteurs futurs, bien sûr, qui viendront voir. Donc ça, on va se rendre compte d'un seul coup de ce qu'était le hameau et de ce décalage qu'il y avait entre les extérieurs et les intérieurs, plutôt extrêmement élégants et raffinés. Début juillet, le double de Cérès, la déesse des moissons, retrouve les jardins de Versailles. Pour cet événement rare dans la vie du château, Christian Millet, le photographe officiel, a été dépêché. Ce genre d'événement rend toujours vivant parce qu'on a vraiment l'impression que vous êtes du temps du roi et que la statue arrive. Et ça, c'est d'être à ce moment-là, à cet endroit, c'est génial. C'est une page d'histoire de l'établissement. La statue pèse 900 kilos. Et son poids n'est pas équitablement réparti. Elle est beaucoup plus lourde en haut et peut à tout moment se briser. Pour Élodie Boissy, l'instant est crucial. Un petit peu de stress, tant qu'elle sera pas posée de façon... Ça a l'air bien de se passer. Après 1 heure de manœuvre, Il la passe derrière, devant ta chaîne. la plus belle femme que Louis XIV ait côtoyée a retrouvé sa place au parterre de la Tonne. Le transport, ça fait toujours des petites traces, quoi. Donc, comme ça, on est sûr de ce qu'on livre et au moins la petite touche finale. Jusqu'au bout, Élodie Boissy veille sur elle. Ça sera parfaite. Après, elle va vite prendre la patine du jardin, mais elle sera encore plus belle. Comme une pièce exceptionnelle, ouais, dans un jardin exceptionnel. Ben voilà.
Juste à l'entrée du domaine, côté ville, un lieu insolite revit lui aussi depuis quelques années. Les écuries du château. Depuis 2 siècles, ces bâtiments en forme de fer à cheval avaient perdu leur vocation. Lève les yeux et te tords pas. Allez, galope. Galope, bloque pas tes mains. En 2003, les chevaux sont revenus pour le plus grand plaisir de Laure Guillaume. Maintenant, tu peux commencer à assouplir à gauche avec ta jambe gauche. C'est la plus ancienne écuyère de l'école d'excellence qui s'est installée ici Rotation du poignet, et qui renoue avec la tradition équestre du Roi Soleil. Voilà. Encore. Avec ta jambe en même temps, que ton cheval se ploie dans ses côtes. Ce que je trouve magnifique, c'est qu'en fait, il s'avère que toutes les disciplines qu'on pratique ressemblent complètement à ce qui se passait à l'époque de l'école des pages, sous Louis XIV. C'est quand même le berceau de l'équitation française. Je trouve ça assez sublime pour nous d'être là et en tout cas d'essayer vraiment de faire perdurer cette forme de travail dans tout le respect qu'il se doit. Bonjour. Ça serait bien de ranger les cotons qui sont accrochés. Laure Guillaume a été le témoin privilégié du renouveau de ces écuries, parmi les plus belles du monde. Chaque box est fait de bois précieux et de ferronnerie. Mais c'est un autre élément de décor que la cavalière préfère. Patrick Bouchin, notre architecte en fait, qui a réhabilité le lieu, a souhaité faire des box qui restent un peu, qui soient très harmonieux avec l'espace, avec les écuries. Et donc, il a eu cette idée assez marrante de faire ce qu'on appelle les licornes, en fait, ces néons comme ça qui nous servent à éclairer les box. La première fois, j'ai eu la chance de visiter les lieux alors qu'on n'était pas installé, qu'aucun travaux n'avait été fait. Quand on est rentré dans les écuries, j'avais un pincement au cœur. Et ne parlons pas du jour où on a débarqué les chevaux qui venaient d'Aubervilliers, qu'on a descendu nos chevaux qui ont foulé le pavé alors qu'il n'y avait plus de chevaux depuis des siècles. C'est formidable. Il est beau, hein, celui-là. À l'époque, 30 chevaux et 12 cavaliers s'installent à Versailles. Certains animaux sont impressionnés. C'est parti. À ce moment-là, les travaux de l'académie ne sont pas encore terminés. Là, tu verras, il y a des palettes, ils vont monter dessus. Il reste une pièce majeure et fragile à installer. Un lustre en verre de Murano. Benjamin, mets-toi là. On lève un peu, allez. Au nombre de 15, ils ornent le nouveau manège. C'est ici que les écuyers répètent le spectacle qu'ils donnent une fois par semaine. Face à eux, le public siège dans un petit théâtre à l'italienne. Avec ses loges, ses lumières douces et ses miroirs. Clin d'œil à la Galerie des Glaces. Ce qu'on peut faire, si vous voulez, c'est les détendre un peu en reprise, faire des diagonales décalées, travailler un peu au pas. L'écrin est unique. C'est privilégié de pouvoir déjà vivre tout simplement de sa passion. Et ensuite, pouvoir jouir de ces lieux magnifiques. C'est le rêve, je pense, de beaucoup de gens. Donc moi, j'ai entièrement conscience de ma chance, entièrement conscience. Aujourd'hui, ce ballet équestre est devenu un incontournable dans la vie de ce château, en perpétuelle renaissance.